Salut à toutes et à tous, regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner. Une proposition d'infos un peu plus chaude que la chaîne de Média TV, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins du lundi au jeudi à 8h sur notre chaîne de Média 24/7 justement, le journal des luttes tous les matins du lundi au vendredi sur la même chaîne à 13h, toujours sur cette chaîne, au cœur de l'actu, notre émission du soir, et sur la chaîne historique, le Média TV, en plus de nos chroniqueurs et journalistes habituels, retrouvez le récap, un bulletin d'infos concis et dense, animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors, on va commencer par les tops et les flops, mais après le préambule. Oui, alors c'est un petit préambule léger, mais qui m'a fait sourire. C'est Nora H sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Twitter, qui va relever, alors j'avais relevé pour plaisanter, le fait que Amélie de Montchalin, donc la ministre, éternelle ministre qui revient comme un spam, elle va dire ma doctrine, ma théorie sur je sais plus quoi, alors ça n'a aucun intérêt, mais ça tient en 3 mots. Et elle va pondre, après les deux points, elle va pondre 17 mots. Donc, pour plaisanter, je mets 17 mots. Et en fait, j'avais un peu zappé à ce moment-là, puisqu'ils sont interchangeables, qu'en fait, Amélie de Montchalin est ministre de... Voilà, des comptes publics. C'est quand même extraordinaire. Elle ne sait pas compter le nombre de mots qu'elle va écrire, parce que c'est même pas prononcé, qu'elle va écrire alors qu'elle est censée tenir la boutique et tenir la caisse, la comptabilité de notre beau pays. Et c'est parti pour les tops. Alors ça démarre par un top paradoxal. Il va à Apolline de Malherbe. On a été un petit peu dur avec elle, je trouve, hein, notamment sur tu trouves, Mourad ? Ouais, parce qu'on l'a souvent critiquée sur le fait qu'elle était violente avec certains invités, et qu'elle était vindicative, voire partisane. Et en fait, elle sait être tout à fait aimable, en l'occurrence ici avec Manuel Valls. Je vous laisse regarder. Nos alliés là-bas, ce sont les Israéliens et les Kurdes. Ne l'oublions jamais. Est-ce que vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vous disent on est en train de vivre un point de bascule, globalement ? Et d'une certaine manière, au cours de ces 20 dernières années, depuis le 11 septembre 2001, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et chaque moment nous y apporte. Ce qui évidemment est redoutable, c'est que la grande puissance américaine, notre allié, je continue de penser que ce sont nos alliés, c'est une grande démocratie, semble préférer d'autres types d'alliances. Et cela nous oblige à un réveil, à une très grande responsabilité. Donc ceux qui partagent d'ailleurs les mêmes visions du monde, de l'Europe et de la démocratie dans la vie politique française doivent être capables de se rassembler sur l'essentiel. C'est tellement beau, cette empathie. On aimerait juste... Alors je rappelle quand même que Manuel Valls est l'ancien employeur de son mari, qui sont amis dans la vraie vie. On aimerait voir autant d'empathie avec d'autres massacres en cours. Suivez mon regard. Alors, d'Apolline de Malherbe, on en arrive à Manon Aubry. Oui, alors là, c'est un petit jet lag. Hein. Là, c'est un vrai... on change de milieu et de profil. Oui, c'est un vrai top. Parce que je salue régulièrement, alors c'est pas une émission de critique politique, mais de critique média, mais évidemment, quand les politiques passent dans les médias, c'est toujours intéressant d'observer leur manière de faire et de se comporter. Et là, elle va se retrouver face aux obsessions de Nathalie Saint-Cricq, dont je rappelle que Manon Aubry, évidemment, est députée européenne, élue sur la banderole, sous l'étiquette LFI. Et elle va perdre un peu patience, on va dire ça comme ça, face à Nathalie Saint-Cricq, son obsession, vous vous rappelez, hein, Jean-Luc Mélenchon a un problème, face à son obsession pour la France insoumise. Et là, elle va littéralement mettre des barrières, des stops, des feux rouges, parce que je pense qu'effectivement, et je pense qu'elle a raison, elle en a marre d'une comparaison classique entre le Rassemblement national et LFI. Je vous laisse écouter. En quoi je fais la différence entre votre position et celle du RN ? Puisque globalement, quand on écoute le bloc central... Enfin, quand j'ai écouté à l'Assemblée, on avait l'impression qu'il y avait, entre les socialistes, les LR et le groupe Renaissance, en gros, des positions un peu similaires. À la marge, ça se joue. Madame Saint-Cricq, c'est pas une attaque, c'est juste que vous me donnez 3 éléments. Avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de fermeté. J'en ai marre. Marre des assimulations que vous faites à tour d'antenne, où vous tentez de tirer un signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a pas voté les sanctions à l'égard de Vladimir Poutine. Je les ai votées. Le Rassemblement national n'a pas condamné l'invasion de Vladimir Poutine et de la Russie en Ukraine. Nous l'avons fait. Le Rassemblement national n'est pas en faveur du gel des avoirs russes.
nous sommes en faveur. D'ailleurs, puisque tout à l'heure j'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon, un problème, je voudrais juste vous montrer, parce que ça m'a fait sourire, des jeunes manifestants et manifestantes, le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes dans Paris, ont brandi ce petit carton. Alors j'aime beaucoup, vraiment, je regarde tout le temps quand je suis dans les manifs, la production artisanale que font que mettent en avant les manifestants. Et là, il y a eu ça, donc JLM, un problème, ça a été transformé de manière assez fine. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, l'une des manifestantes qui tenait cette pancarte m'a demandé si je connaissais la référence. Et en fait, la référence, elle vient de ce plateau, évidemment. Et donc, ça m'a fait d'autant plus sourire. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil et je suis assez content que ça puisse servir comme ça à des slogans, en l'occurrence, féministes. Alors, comme toutes les semaines, la liste des flops est bien plus longue que la liste des tops. Oui, malheureusement, une fois de plus. Là, on a eu un espèce de fait divers, de tabassage, de gazage au moins, en règle, de jeunes gens dont on a encore du mal à comprendre le contexte, hein, très précisément, sauf que ça a été fait par des gens qui n'étaient pas habilités. Tellement pas habilités à le faire, donc ils ont le visage caché, ils ont des bombes lacrymogènes, on dirait des Jéroboam de Château-Pétrus. Enfin, c'est complètement hallucinant qu'on puisse se trimballer avec ça. Et donc, ils ont été filmés, ils ont d'ailleurs menacé la personne qui filmait de récupérer son téléphone. Et regardez comment ils vont se justifier. On n'est pas très loin de la milice quand même, hein, puisque faire le travail de la police, en estimant que la police ne fait pas son travail, on flirte avec quelque chose d'un peu malsain. Et écoutez la manière dont l'un des responsables, qui est d'ailleurs visiblement quelqu'un proche de Retailleau, si on en croit les photos prises et diffusées sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment il va justifier le fait de s'autoriser lui-même à confisquer un portable et à effacer son contenu. Ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, moi je vous le dis, c'est vrai l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les ailes de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leur portable. Parce qu'ils n'ont pas filmé les gens, enfin voilà. Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police dit rien, nous on laisse pas faire, c'est comme ça. La question est de savoir, est-ce que Retailleau, est-ce qu'il va activer il va se saisir du fameux article 40 et saisir le procureur de la République pour cette affaire de milice privée qui n'a rien à faire sur le sol français, me semble-t-il. On poursuit avec Aurélie Assouline, adjointe du maire du 17e arrondissement de Paris. Oui, alors elle va intervenir, je ne sais pas trop à quel titre, parce qu'elle elle milite aussi dans des associations que je vais qualifier de pro-Israël, alors plutôt côté sioniste, plutôt côté Netanyahou, pour être très précis. Je suis allé fouiller un peu ce qu'elle produisait. Et là, elle va tenir un propos que je trouve complètement fou. C'est-à-dire que elle va juger que l'appel à l'intifada est un appel au meurtre de tous les juifs par extension. Ça n'a véritablement aucun sens. C'est-à-dire qu'elle va dire, on appelle à l'intifada. Oui. Là, ça s'appelle un appel au soulèvement, et que par extension, c'est un appel à tuer les juifs. Mais sur quoi s'appuie-t-elle ? Si on fait de l'extension, dans ce cas-là, l'intifada, c'est pour éradiquer l'ensemble de la diaspora mondiale, voire intergalactique. Je veux dire, si on part d'une idée simple, qui est un soulèvement populaire pour Gaza, pour les victimes gazaouis, pour que les Gazaouis puissent rester chez eux, ça devient un appel antisémite, voire un appel au pogrom. Je veux dire, on peut développer n'importe quelle théorie comme celle-ci sans aucun argument, et c'est ce qui est arrivé, évidemment, sur Europe 1, avec l'assentiment, écoutez bien, tendez l'oreille, avec l'assentiment de la journaliste en plateau. Je vous laisse écouter. Mais on le voit, on l'a vu encore hier soir, vous vous rendez compte que, sous prétexte de défendre la cause des femmes palestiniennes, on a eu dans Paris des cris et des appels à l'intifada. On les a passés sur Europe 1 hier soir dans cette émission. L'intifada, c'est un appel à la violence. Il n'y a aucune des deux intifadas qui s'est fait sans attentat à la bombe, sans coup de couteau. Enfin, c'est un appel à la violence. Et par définition, quand on appelle dans Paris à l'intifada, on appelle par extension à massacrer des juifs. Voilà, mais on peut effectivement dire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, sur les ondes et sur les plateaux de télé, notamment de Bololand. Preuve en est encore faite. Alors, les sondeurs sont un peu les arbitres des élégances politiques. Avec leurs outils, ils apparaissent comme finalement des diseurs de vérité, des rationalisateurs, si on peut dire. Frédéric Dabi, de l'IFOP, est un des sondeurs stars du paysage audiovisuel français. Et tu l'épingles cette semaine. Oui, parce qu'on parle souvent, et pas toujours en bien, voire même jamais en bien, des sondeurs et des boîtes de sondage, parce que c'est complètement biaisé. Très souvent, les panels sont foireux, les questions sont
sont orientés. Et ça, les gens qui voient évidemment juste, je sais pas, 47 ou 77% ou ce que vous voulez, je prends un exemple au hasard, mais quand vous voyez X% par exemple des Français qui sont prêts à mourir ou aller à s'engager pour aller partir en guerre sur le front de l'Est, bah, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est pas exactement ça, que c'est par exemple un sondage qui a été fait avant les déclarations de Macron. Donc c'est souvent assez foireux et ça a des conséquences assez dramatiques démocratiquement parlant, puisque ça donne des envies de voter pour des gens pas forcément très fréquentables. Et là, Dabi, donc de l'IFOP, il va accuser certains députés, vous allez entendre leur nom, d'animosité envers les criminels de guerre, voire les génocidaires. Je trouve ça assez extraordinaire et ça me renvoie, pardon de le redire, ça me renvoie au fameux sketch des proches qui disait qu'il avait le sentiment que des Juifs avaient eu pendant la Seconde Guerre mondiale une certaine animosité vis-à-vis des nazis. Bah oui, évidemment. Et donc à partir du moment où on critique Netanyahou et l'armée génocidaire, bah j'estime qu'on est légitime puisque le droit international a donné le là. Je vous laisse écouter. Alors l'enquête n'aborde pas cette question, mais si je prends nos enquêtes faites pour AGC en mai-juin dernier et celle pour le CRIF, clairement, la France insoumise apparaît comme porteur d'une responsabilité. Quand on a 92%, vous vous en souvenez, des Français de confession ou de culture juive qui considèrent que la France insoumise contribue à amplifier l'antisémitisme en France, quand il y a une obsession d'Israël de la part d'un Thomas Porte, d'une Hercule Yassoudet ou d'un Émeric Caron, qui permettent, sans peut-être le vouloir eux-mêmes, mais faire cette équation israélien égale sioniste, sioniste égale juif, juif égale le collégien ou le lycéen à côté de moi qu'il faut donc insulter, qu'il faut donc peut-être frapper, qu'il faut donc isoler. Voilà quelque chose qui est très fort. Et d'ailleurs, on voit, je parlais de l'enquête AGC, dans l'enquête IFOP pour le CRIF, sur le suivi du 7 octobre, on voit que Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique à quasiment 80% dont on juge que les positions sont très ambiguës sur l'antisémitisme ou en tout cas qui contribuent à faire monter l'antisémitisme. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur les sondages, me semble-t-il, Théo. Il faudra mettre ça de Il faudrait côté. qu'on y pense, effectivement. Oui, mais je vais le noter juste après cette émission, bien évidemment. Alors, on revient à I24 News, ta chaîne, disons pas préférée, mais en tout cas la chaîne non, sur laquelle tu aimes taper, à juste titre d'ailleurs. Ah, oui. I24 s'est encore distingué. Oui, là, c'est un sombre personnage, je ne le connais absolument pas. C'est un spécialiste de l'islam qui va se retrouver en pleine inversion de la charge sur le plan Trump. Vous savez, le plan Trump, c'est on rase Gaza, on en fait une station balnéaire et on dégage, évidemment, les Gazaouis, femmes, enfants et vieillards compris. Il explique... Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a ces informations. Il explique que les pays arabes refuseraient les Palestiniens de les accueillir parce que les Palestiniens, les Gazaouis, passeraient pour des traîtres à l'islam en laissant les Israéliens et Trump récupérer Gaza. Waouh, c'est complètement tordu. Très compliqué. C'est très compliqué. Je vous laisse écouter. C'est encore le plus simple. J'aimerais qu'on revienne sur les réactions des pays arabes. Pourquoi les pays arabes ne veulent-ils accueillir aucun Gazaoui, même temporairement, on l'a vu avec l'Égypte, alors que par exemple l'Europe a accueilli temporairement des réfugiés syriens qui, une fois la guerre terminée, sont rentrés chez eux, on l'a vu il y a quelques mois après la chute de Bachar el-Assad. Parce que tout simplement, ils seront considérés comme des traîtres à l'islam. Et un traître à l'islam, la peine qui lui est dévolue, c'est la peine de mort. Ils vont être considérés comme des traîtres, puisque en fait, tout le but du Hamas, c'est de supprimer l'État d'Israël et de récupérer cette terre qui est une terre d'islam. Donc si jamais il laissait Israël évacuer, même si c'était volontaire, les habitants de Gaza, alors ce sont des traîtres au projet. Vous pouvez repasser l'extrait qu'on vient de vous montrer parce qu'il y a une information que je trouve extrêmement importante. Il va expliquer que c'est même un aveu en fait. Il va dire même si c'était volontaire. Même si c'était volontaire. Ce qui en rhétorique signifie que ça n'est pas volontaire à la base. Donc même si c'est volontaire, ça veut dire que le plan prévoit de déporter de manière ferme, sans assentiment, les Gazaouis et que même si c'était volontaire, ça se poserait comme ça. Les termes se poseraient comme ça. Donc je trouve ça intéressant pour le coup. J'aime bien ce genre de gugus, de spécialistes de plateau de télé, parce qu'ils sont tellement, ils maîtrisent tellement pas la communication qu'ils vont sortir des choses qui sont
plus profonde qu'on ne pense et que ne sortirait pas, par exemple, un Rafovitch qui, lui, est complètement rompu à la communication et à la propagande. Lui, il ne connaît pas très bien ces codes-là et donc il va sortir ce que, à mon avis, pensent beaucoup de gens qui soutiennent le plan Trump, Barbara Lefebvre comprise. Alors là, on va sur le service public de l'audiovisuel, avec lequel tu n'es pas toujours très tendre, alors que, qualitativement, il est meilleur, pense-t-on, que les médias des milliardaires. Tu fais une pause sur l'émission C'est l'Hebdo. Eh bien, tu l'as dit, pense-t-on. Tu n'es pas Olivier Rafovitch, et donc tu as lâché la petite phrase, pense-t-on? Eh bien ouais, on le pense, mais ça n'est pas le cas, puisqu'il y a une fenêtre d'Overton, comme je vous l'explique à chaque fois, médiatique, qui fait qu'on retrouve des choses assez surprenantes sur les plateaux et dans les studios, alors, même si ça se confond maintenant, des chaînes publiques. Mais les chaînes publiques ont un devoir d'exemplarité. Je veux dire, ils ne devraient pas normalement produire des choses comparables à CNews ou à BFM TV. Et là, c'est souvent le cas. C'est pas, je ne le mets pas à ce niveau-là. Simplement, on va avoir l'avocat dans l'affaire Nahel, on va avoir l'avocat de la famille qui va venir expliquer des faits. C'est pas son point de vue ni rien, ce sont des faits. Et il va se retrouver face à des journalistes qui vont... Alors on les appelle journalistes de cabinet, c'est ce que dit Fabos, un internaute, ou alors des journalistes de préfecture, c'est l'expression la plus courante, comme le rappelle Ril Marcel 1. Et écoutez la manière dont ils vont se faire effectivement les procureurs, d'une part. On pourrait dire, pour être gentil, des avocats du diable, mais surtout effectivement les porte-parole des positions réactionnaires gouvernementales. Je vous laisse écouter. Parce qu'en réalité, quand vous êtes à quelques centimètres de quelqu'un, armé d'un revolver ou d'un pistolet, et que, en l'espèce, un 9 mm, là, on sait les dégâts que ça peut faire, et que vous décidez de tirer dans une zone vitale, vous prenez le risque... Mais il n'a pas décidé de tirer. Ah, il a tiré. Il a tiré, il n'a pas décidé. Enfin, en tout cas, le rapport des experts ne dit pas qu'il a décidé de tirer. Vous vous trompez. Les experts viennent dire deux choses essentielles, parce que le policier a sa défense, et moi je veux dire, et je suis soucieux du respect, par exemple, de la présomption d'innocence, qui est quelque chose qui doit s'appliquer aussi Maître pour Berton, ce policier. je vous interromps, parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a délibérément visé la zone vitale, comme vous le dites? Est-ce qu'il y a cette expertise dont parlait Natacha, qui dit que le fait de redémarrer la voiture, ça a changé la trajectoire de la balle? Laissez-moi développer. En réalité, le policier vient dire, alors qu'on le voit sur vos images, je ne sais pas si on le voit très bien, mais on le voit sur les images, il est à quelques centimètres de Nahel. Il le vise. D'abord, ce n'est pas un policier qui n'est pas expérimenté, il est très expérimenté. La voiture démarre, et les experts nous le disent, on a une vitesse qui est à 17 km/h. L'expert vient dire en toutes lettres, ce n'est pas le démarrage de la voiture qui, à coup sûr et de manière évidente, fait changer la trajectoire de la balle. Ce n'est pas à coup sûr, mais ça peut. Mais ça peut. Bah, oui. Mais écoutez, c'est pas parce que ça peut que nous ne pouvons pas avoir procès. Donc il y a débat. Mais il y a débat. Nous ne voulons pas autre chose qu'un débat. Nous ne voulons pas autre chose qu'un procès. Le parquet de Nanterre ne veut pas autre chose qu'un procès. Ce que vous me montrez dans les images, c'est qu'on va nous dire mais il est hors de question de juger les policiers. Les policiers n'ont pas à aller s'asseoir ou répondre devant l'institution judiciaire des faits. Non. Lorsque vous tirez sur un mineur de 17 ans à bout touchant, bout portant, avec un 9 mm dans son thorax, eh bien écoutez, c'est ce que la loi ou notre état de droit qualifie comme étant un meurtre. Et alors, ce qui me pose problème, c'est que, oui, il faut apporter la contradiction sur un plateau de télé. Je comprends tout à fait quand il y a une interview. Sauf que là, ils prennent des éléments de langage, ils prennent des faits dont ils ne maîtrisent pas toute la véracité, puisque l'enquête est en cours, et que factuellement, le policier, on a demandé à ce qu'il soit traduit en justice. Donc il n'y a pas à se prononcer, à mettre des éléments de langage. L'avocat est dans son rôle tout à fait, les journalistes ne le sont pas, et là, ça me pose vraiment problème d'avoir cette reprise comme ça par des élitocrates, des éléments de langage, notamment du pouvoir, et des syndicats policiers, ce qui n'est pas du tout leur rôle. Alors le conflit russo-ukrainien est de nouveau... à la une de l'actualité, avec le lâchage, entre guillemets, de l'Ukraine par les États-Unis de Donald Trump. Et dans ce contexte, le commentaire éditorial télévisuel prospère. Et dans ces commentaires-là, il y a quelque chose qui t'a interpellé. Oui, j'étais très surpris parce que je pensais sincèrement que quelqu'un sur le plateau allait réagir en disant non, faut quand même pas aller trop loin. Non, c'est passé crème, c'est ça, c'est toujours ça le problème, c'est que ça passe crème. Là, il s'agit de Patricia Lémonière, donc qui va critiquer Poutine à moins
à moins de 12 000 km de Moscou. Elle va critiquer Poutine, ce qui est quand même assez facile de critiquer Poutine. Sauf qu'elle va développer un argumentaire historique qui est très, me semble-t-il, très discutable sur la question russe. Alors c'est marrant, c'est marrant. Ça intervient juste après le tsunami Jean-Michel Apathy sur l'Algérie. Là, on a quelque chose de pas très éloigné. Elle va parler des raisons pour lesquelles la Russie a gagné, notamment face à l'armée napoléonienne. Je vous laisse écouter. Patricia, sur ce point-là. Je pense que Emmanuel Macron n'aurait pas dû répondre à Napoléon, si vous voulez. Napoléon, c'est du récit classique quand même russe. Chaque fois, ils invoquent la Grande Guerre, la guerre épopée. C'est très marquant en Russie d'ailleurs, cette campagne de Russie. Donc, toutes les fois, effectivement, Napoléon est arrivé aux portes de Moscou. Mais si on veut refaire un peu d'histoire, comme vous aimez beaucoup l'histoire, en fait, l'armée russe n'a jamais vaincu Napoléon. C'est l'hiver, c'est le froid. Donc, c'est pas tout c'est pas tout en l'honneur de l'armée russe, mais... Donc ça pose une question, parce qu'en fait, tous les écrits un peu sérieux historiques expliquent bien que, oui, alors, le fameux général hiver, vous savez, c'est-à-dire que le froid, notamment, on pense à Stalingrad, pour la Seconde Guerre mondiale, le froid aurait joué un rôle. Oui, il a joué un rôle, sauf que concrètement, et si on regarde bien la carte des pertes françaises au moment alors je crois que c'est en 1812, au moment de l'attaque napoléonienne, on voit bien qu'il commence à perdre, d'abord c'est sur le temps, il commence à perdre des milliers d'hommes, alors que les températures sont tout à fait douces. Donc c'est pas en hiver, ça se passe pas comme à Stalingrad à une période hivernale forte. Ça commence déjà, la stratégie de Napoléon commence à montrer ses limites bien au début, avant les grands froids. Donc c'est complètement bidon. Et je trouve que attaquer Poutine sur le fait qu'il fait part d'une fierté de l'histoire du peuple russe et puis soviétique sur ces batailles-là, c'est voilà, je vais le résumer en un mot, c'est tout à fait mesquin. Alors, on poursuit avec la rubrique au microscope. En fait, c'est notre plat de consistance. Et effectivement, un plat de consistance qui rejoint souvent le focus le plus saillant, on va dire, de l'actualité médiatique de la semaine. Et cette semaine, tu nous parles de Jean-Michel Apathy, chroniqueur sur RTL, qui finalement a donné sa démission après avoir été suspendu pour des raisons que tu nous expliqueras, mais qui sont bien entendu des raisons totalement farfelues. Alors, je propose que... Alors, on en a beaucoup parlé, y compris sur cette chaîne, sur le Média TV, mais... Je pense, alors d'une part, c'est quand même une émission de critique média, je pense que c'est le fait marquant de la semaine, j'ai presque envie de dire des dernières semaines, parce que, je pense que ça va être un point de non-retour qui va donner lieu à des positionnements qui m'ont surpris, mais agréablement surpris pour le coup. Alors on va revoir évidemment l'intervention de Jean-Michel Apathy concernant le parallèle relatif, je dis bien relatif, entre ce qui s'est passé en Algérie, notamment à partir de 1830 et de la colonisation de l'Algérie, et puis ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Je vous laisse revoir cette scène. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes, d'enfants ? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible. Comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs
ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup et j'espère qu'un jour ce malheureux sera libéré parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il vient faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Alors, il y a eu énormément de réactions. Évidemment, on ne va pas toutes vous les passer, mais il y a eu dans les réactions positives et constructives, parce qu'on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans l'impression, on s'en moque éperdument. La question de fond, c'est de savoir si l'histoire donne raison ou non à Jean-Michel Apathy. Et on ne peut pas, ici, nous soupçonner de soutenir aveuglément Jean-Michel Apathy. Il s'est retrouvé régulièrement dans les flops, mais aussi dans les tops. Il a eu des positions extrêmement nettes et précises, notamment sur le fait d'avoir fait la promotion d'Éric Zemmour pendant des années, notamment sur RTL, et puis sur les chaînes de Bolloré, et d'avoir saqué, par exemple, et à juste titre, Dieudonné et Soral. C'est ce qu'il développait, et je trouve cette idée intéressante. Donc, il est capable des deux, et c'est très bien comme ça. Ça équilibre, du coup. Et là, c'est Fabrice Arfi qui va apporter, donc Fabrice Arfi, notre confrère du pôle enquête de Mediapart, il va apporter son soutien à Jean-Michel Apathy, et je trouve ça assez classe, et je vais vous dire pourquoi. Fabrice Arfi, il a raison, Jean-Michel Apathy, de quitter RTL ? Ah bah, ça lui appartient, mais en tout cas, si tant est que ça ait le moindre poids, il a plus que tout mon soutien, parce que ça n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça. C'est le symptôme d'une époque malade, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Et les mêmes qui dénoncent la cancel culture retirent Jean-Michel Apathy pendant une semaine. Il a reçu beaucoup de messages d'auditeurs choqués. C'est aussi pour ça qu'ils ont voulu mettre en retrait. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays. Ça, c'est certain. Et quand on vient leur faire accroire que, en fait, c'est pas vrai, que les faits ne sont pas les faits, bah oui, l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, ça rend les gens dingues, ça rend les gens crédules, ça peut les faire réagir. Oui, sachant mais précisément que tous les éditeurs de RTL ne sont pas des... Non, c'est pas ce que je dis. Des lecteurs extrême droite. Je dis pas du tout ça. Je dis pas du tout ça. Mais quand on efface la frontière entre le vrai et le faux, on crée un gouffre dans lequel une civilisation peut s'effondrer. Ça se passe dans l'émission C'est médiatique. Ils ont eu l'idée saugrenue d'inviter à la fois Fabrice Arfi et Karine Le Marchand, donc la Madame Claude de L'amour est dans le pré, sur M6. Madame Claude. J'ai 55 ans et j'ai les références que j'ai. Excuse-moi. Mais c'est un peu ça quand même, faut pas déconner. Je veux dire, on en reparlera de ces quatre de cette émission, mais c'est du voyeurisme absolument, et puis de la mise en relation un peu gênante quand même. C'est du Tinder de télé-réalité. Bah voilà. C'est le problème de fond, c'est que c'est de la télé-réalité qui ne dit pas son nom, qui donne l'impression de faire de l'humanitaire auprès du monde rural avec une espèce de pathos. Enfin, je suis assez sceptique, on va dire ça comme ça, par rapport à cette émission. Et donc il l'invite, alors qu'elle n'a aucune connaissance des dossiers, il l'invite à s'exprimer, à lever les yeux au ciel pendant que Fabrice Arfi développe un véritable argumentaire. Je vous laisse regarder ça. Il n'a pas été licencié d'RTL, il a décidé de partir, il a eu une journée de suspension. Une semaine de suspension. Et moi qui suis aussi à RTL, et je connais quand même bien les directeurs, là pour le coup, je peux vous dire qu'on ne peut pas collectivement d'être ni d'extrême droite, ni de... Il ne revient pas du tout vraiment sur RTL. Dans ce message, il parle de la manière dont c'est traité collectivement. Je dis que je constate que quelqu'un qui a été condamné pour racisme est resté très longtemps à l'entête, quelqu'un qui a rappelé un fait historique sur la conquête et la colonisation de l'Algérie a été retiré pendant une semaine au point de démissionner. Alors pourquoi je dis que c'est classe de la part de Fabrice Arfi, Fabrice Arfi de Mediapart? Parce que Jean-Michel Apathy, il pourrait... Alors, Edwy Plenel a fait la même chose d'ailleurs, il a aussi apporté son soutien entier et total à
à Jean-Michel Apathy, ce que je fais moi-même de mon côté, ce que je pense que le média fait, je prends un témoin. Absolument, nous lui apportons tout notre soutien. Voilà, exactement. Puisque ce qu'il a subi, c'est en dépit d'engueulades qui ont pu avoir lieu sur Twitter, là, il est question de problèmes de fond. Il faut savoir dissocier les petits conflits et les grands enjeux. Absolument. Et là, ça constitue face à un grand enjeu. Absolument. Ça constitue un tournant déontologique absolument délirant. Et donc, c'est classe parce qu'au moment de l'affaire Cahuzac, vous vous rappelez, le fameux ministre du budget en charge de lutter contre l'évasion fiscale et qui se retrouve avec un compte à l'étranger, Jean-Michel Apathy avait été excessivement sévère, je dirais même à titre personnel, professionnel, je dirais injuste vis-à-vis de Mediapart, à qui l'histoire a donné raison. C'est quand même le juge de paix, je le rappelle toujours. Quand l'histoire donne raison, ça plie le jeu. Je trouve ça très classe de leur part de faire exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de faire la part des choses et de mesurer l'importance de ce qui s'est passé. Donc bravo à mes confrères et consoeurs de Mediapart pour cette prise de distance vis-à-vis de leur ressenti éventuel personnel. Mais pour revenir sur ce plateau où on retrouve Fabrice Arfi et Karine Le Marchand, il y a finalement deux visions, même pas du journalisme ou des médias, mais deux visions de la citoyenneté, pour utiliser les grands mots, qui se confrontent. Il y a une sorte d'apologie de la légèreté qui se confond un peu avec le mépris, d'ailleurs, pour les Français. Karine Le Marchand explique que les Français se fichent pas mal des scandales politiques. Elle explique que de toute façon, les Français se fichent pas mal des programmes politiques, qu'en réalité, ce sont des réceptacles à propagande politique. Et donc, en réalité, ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est le ressenti. Ce sont des émissions un peu comme celle qu'elle a fait, une ambition intime, celle qu'elle fait, une ambition intime, c'est la personnalité des candidats. En tout cas, ce qu'ils donnent à voir, c'est vraiment la victoire de voici gala sur le monde diplomatique. Et c'est très intéressant de voir cette confrontation. C'est Darmanin, je crois, en ce moment, elle prépare une émission avec Darmanin, à qui elle a fait la bise. Elle a claqué la bise, d'ailleurs, dans l'émission Quelle époque, je crois. Ce qui pose déjà le truc. Mais oui, c'est... et puis, il y a eu l'affaire de Marine Le Pen avec les chats. Imaginez qu'on puisse avoir plus d'intérêt à présenter Marine Le Pen éleveuse, je ne sais pas si elle est éleveuse de chat ou dresseuse de chat, enfin, je sais plus. Maman de chat. Ouais, maman de chat, mais il y a aussi une histoire, je crois, de formation des chats, complètement fou. Mais imaginez que ça, c'est plus utile dans la démocratie, dans une démocratie, que de lire les programmes, effectivement, des candidats. Tu as entièrement raison, Théo. C'est complète. Ça montre littéralement ce qu'elle recherche, c'est-à-dire le côté le côté people plutôt que le côté politique sérieux avec les conséquences que ça peut avoir. Et puis in fine, quand même, elle est tellement déconnectée de la réalité politique je ne sais même pas si elle se rend compte de ce qu'elle fait en faisant rentrer comme ça, en donnant une image sympathique, notamment de Marine Le Pen. Elle va donner une image évidemment sympathique de Darmanin. Quand on sait les lois qu'il a pu pousser, notamment la loi immigration, je trouve ça assez dangereux et je me demande ce qu'elle fait sur des plateaux comme celui-ci. Alors, Apathy lui-même va beaucoup prendre la parole. Alors, je l'ai contacté le week-end dernier pour en savoir un peu plus. Il était, je comprends, il était un peu fatigué, il a levé un peu le pied, et donc je n'ai pas insisté parce que j'imagine que dans sa situation, ça ne doit pas être facile d'avoir à gérer ce flot de réactions face à lui, notamment de réactions hostiles. Et là, il va mettre dans une vidéo qu'il va faire lui-même, qu'il va tourner lui-même, il va mettre en perspective ces fameuses réactions négatives. Je vous laisse écouter. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. Edoui Plenel dit quelque chose d'intellectuellement juste. Le colonialisme et le nazisme ont intellectuellement partie liée. Le nazisme, il y a la Shoah en plus. Je comprends que l'utilisation du mot est choquée, parce que la Shoah, c'est le crime irréductible, bien sûr. Mais le nazisme, ça n'est pas que ça, c'est la supériorité de la race. Et le colonialisme, c'est ça. Et le colonialisme en France a tué des millions de gens. En Algérie, à Madagascar, dans les pays d'Afrique occidentale, nous avons été des meurtriers dans l'histoire. Et il faut le dire, plus calmement que je ne le fais peut-être. Mais il faut le dire.
Alors nous avons reçu, le hasard des calendriers fait que nous avons reçu Rokhaya Diallo, donc nous avons interviewé sur ce plateau et qui va être diffusé le week-end prochain. Justement, on avait cette réflexion de savoir si ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apathy, qui est très grave, je le rappelle, va pas avoir un rôle de déclencheur d'une réflexion. Peut-être, je suis assez pessimiste là-dessus, mais peut-être que ça va donner lieu à une réflexion collective, notamment au niveau de l'enseignement, de l'instruction, des institutions, et peut-être y aura-t-il, comme le suggère Jean-Michel Apathy, des excuses, des regrets sur la question algérienne. Je vous laisse écouter. On ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, mais un jour, il faudra du temps, un jour, publiquement, nous reconnaîtrons des regrets, nous conviendrons, nous regretterons le fait d'avoir envahi l'Algérie, d'avoir volé la terre aux Algériens, de les avoir plongés dans la famine, d'avoir amené le malheur dans ce pays. Un jour, nous le reconnaîtrons. Cette semaine, il y a 10 ans, cette semaine, dans l'opinion, une tribune de Jean-Pierre Chevènement. Et dans le corps de la tribune, c'était une hérésie de faire ce que nous avons fait en Algérie. C'est la première fois que je vois ça. Il faudra du temps pour que des responsables politiques importants reconnaissent que l'action décidée à partir de 1830 était une erreur historique profonde. Alors, comme tu l'as précisé au début de ce microscope, in fine, après réflexion, et je comprends, c'est surtout après la violence, je crois que c'était un mercredi, le premier jour où il a été mis à pied, il a réalisé qu'en fait, en acceptant la mise à pied, c'est-à-dire en revenant, puisque la mise à pied, il ne peut pas l'accepter ou la refuser, c'est de fait comme ça, en acceptant de revenir, il acceptait finalement la sanction et la justesse de la sanction. Et je trouve ça fortiche, parce que ça fait quand même quelques paires d'années qu'il est chez RTL. Et donc, au final, comme tu l'as dit, il va quitter RTL et il va expliquer, rebelote dans une vidéo, pourquoi il quitte RTL à regret. Je vous laisse écouter. RTL est une radio formidable que je quitte à regret. Mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation d'Algérie », mais ça n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Alors finalement, Mourad, on nous explique qu'il y a une sorte de guerre du sens qui nous oppose, nous, Européens, aux Américains façon Donald Trump et aux Russes. Mais en réalité, le mépris de la science qui caractérise un peu l'administration Trump, on le retrouve là-dedans. Le désir de censure, parce que quand il est mis à pied, c'est dans le but d'indiquer les frontières à ne pas dépasser quand on est chroniqueur. Donc la censure, on y est dedans également. Alors finalement, on se demande quelles sont les valeurs fondamentales qui nous distinguent d'une démocratie décadente comme celle des États-Unis ou alors d'un pouvoir autoritaire comme celui de la Russie. On se pose des questions après cette histoire, ce feuilleton Apathy. Toute proportion gardée, on est un peu à ce niveau-là, c'est-à-dire que je reviens à Zemmour. Quand on a conservé Zemmour pendant tant d'années, alors Zemmour a fini par être débarqué de RTL, mais après combien de condamnations ? Donc, quand on voit ce deux poids deux mesures là, qu'on est capable de faire du révisionnisme, du négationnisme, je pense notamment, alors le révisionnisme, je pense évidemment à Pétain, mais sur le sort des Juifs, voilà, on oscille entre les deux notions, négationnisme et révisionnisme, mais c'est complètement incroyable, incompréhensible que, alors je ne sais plus si c'est toujours la première radio de France ou pas, RTL, il faudra que je reprenne les chiffres, mais ça a été en tout cas pendant très longtemps la première radio de France. Et puis elle n'est pas très loin, je pense qu'elle doit être dans le top 3. Mais comment une radio comme RTL peut avoir comme ça, se dire, on peut conserver pendant des années Zemmour multicondamné pour des raisons excessivement graves, d'expression au sens premier du terme, d'expression à l'antenne qu'on cautionne puisqu'on le garde, on le conserve malgré les condamnations, et sur un coup d'une décision complètement brutale en une fois, sans vérifier. Encore, ils auraient mis
ils auraient consulté quelques historiens un peu sérieux. On les retrouve un peu partout en ce moment, heureusement. Ils s'expriment pour donner raison, évidemment, à Jean-Michel Apathy. Mais d'avoir pris cette décision, je pense que ça va d'abord nuire à RTL, à la crédibilité d'RTL. Ça va la rapprocher un peu plus d'Europe 1. Et puis, je trouve que c'est, pour le coup, injuste pour Jean-Michel Apathy, la personne, et pour Jean-Michel Apathy, avec la place qu'il occupe, notamment dans les différents médias, où on peut le critiquer, on peut ne pas l'aimer. Il est quand même assez difficile, à part cette affaire Cahuzac, il est assez difficile de lui trouver quelque chose de comparable à des propos comme ceux de Zemmour, pardon. Ça va jamais sur ce terrain-là. Il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais dérapé de manière récurrente. Je trouve ça... Voilà, je trouve ça profondément injuste et professionnellement tout à fait condamnable. On passe au coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur un peu particulier. Il y a donc le Moumou Tour, le Moumou Tower qui continue. J'étais à Tarare, donc dans le Rhône. C'était dimanche dernier, avec vraiment un débat excessivement passionnant, enfin un échange passionnant avec les gens présents sur notamment la critique média. C'était un peu le cœur du sujet. Donc, j'ai eu cette chance d'être accueilli vraiment à bras ouverts. C'était très sympa et je vous remercie encore toutes et tous dans tous les endroits où j'ai le plaisir de passer et vous avez vous avez la gentillesse de me recevoir. Et puis j'ai croisé, alors c'est parmi ces nombreuses personnes, j'ai croisé Elena qui arrivait de quelque part, en gros entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis alors ça s'appelle exactement Chazelles-sur-Lyon et elle travaille, elle anime l'atelier musée du chapeau qui s'appelle la Chapellerie. Alors ça peut prêter à sourire comme ça, mais en fait, ces industries ont eu l'horreur de gloire. Je pense au chapeau, je pense aussi à la passementerie du côté de la Loire, un peu plus en avant, alors à Saint-Chamond, qu'on prononce Saint-Chemer, à Saint-Étienne, et dans toute cette région, il y a eu une forte industrie de fabrication, notamment de ces chapeaux. Et donc tous ces musées que je trouve excessivement passionnants pour en faire le tour assez régulièrement, tous ces musées racontent comme ça quelque chose qui peut paraître un peu désuet, qui l'est sur le plan économique, bien évidemment, mais qui raconte une histoire pas si ancienne que ça. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous passez dans des départements comme ça, français, où vous allez en vacances ou en déplacement, à essayer de regarder un petit peu ce genre de musées, d'écomusées et autres, qui racontent l'histoire des territoires et qui nous rappellent qu'il y a eu comme ça des choses comme le chapeau, la chapellerie, qui ont eu l'horreur de gloire et qui ont fait vivre même si c'est parfois souvent dans des conditions difficiles, qui ont fait vivre des salariés, des ouvriers, beaucoup de femmes, dans des conditions, comme je le redis, difficiles, mais qui ont marqué ces fameux territoires. Donc, c'est atelier musée du chapeau, la chapellerie, et c'est à Chazelles-sur-Lyon. Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur leur site internet. Et on poursuit avec les remerciements. Alors, les remerciements, ça va être... Je vais devoir les scinder parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais les scinder. Je crois que je ne dis rien. Tu ne dis rien, mais le sourire qui sourit ne consent pas forcément. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, je vais le faire en deux parties parce qu'on a eu pas mal de monde. J'ai croisé pas mal de monde ces temps-ci. Carl Hôpital sur YouTube, Anne Dufour, DJ Rock à Soul. Il faut également, mes remerciements vont également à Ramaille sur YouTube, qui a aussi une chaîne YouTube. Alors, il va falloir que j'aille fouiller un peu sur YouTube parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes de gens qui nous regardent et qui ont leur chaîne et qui produisent des choses que je trouve intéressantes. Il y a Brahim de Sudrail qui est installé à la gare de Lyon. Il y a Margot de Bagneux, Christophe de Pavillon-sous-Bois, Yamina de Choisy-le-Roi, Fred, Mélissa et la petite Anouk de 5 ans et demi. C'est peut-être l'une des plus jeunes, parmi les plus jeunes téléspectatrices, donc de Joinville. Il y a Félix The Rover de Bruxelles et Juliette de Paris. Je vais faire un petit saut pour... voilà, et je reprendrai les autres, bien évidemment, la semaine prochaine. Il y a Pat Musicienne, qui est une habituée, qui nous suit sur tous les réseaux. Il y a Edwin de Paris 18e, Catherine de Montreuil. Il y a beaucoup de gens de Montreuil partout où je vais. C'est quand même assez bizarre. Hein. Tu vas partout en France, tu retrouves des gens de Montreuil. Montreuil inspire le monde. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est d'ailleurs pour... Est-ce que la présence du média à Montreuil a une influence sur ça? Je sais pas. Ou alors
alors le flot de montrer une influence sur le média. C'est possible aussi. Mika de Paris 20e, Brigitte et Franck de Caen. Anaïs de Nantes, également. Alors Anaïs, elle est extraordinaire parce qu'elle est de Nantes, de Paris et de Lyon. C'est aussi encore une globe-trotteuse que je salue et que j'embrasse. Il y a Hamza qui tient le restaurant Master Tacos à Tarare et qui m'a salué en pleine rue, qui a freiné au frein à main. Non, je plaisante. Mais il a eu la gentillesse de m'inviter d'ailleurs à manger. J'ai pas eu le temps d'y aller, c'est dommage. Mais je corrigerai ça avec toute l'équipe du média. Aline et Katia qui sont également passés par Tarare, Alfred et Elena des Monts du Lyonnais, donc Elena dont je parlais avec le musée du chapeau, Naoufel et Hicham, toujours de Tarare, Yann et Marielle, toujours de Tarare, Tulaï de Saint-Génis-Laval, c'est vers Lyon, Nadia, François pour finir, et Maggie, Émile d'Orléans. Merci à toutes ces personnes qui regardent et qui aiment l'œil de Moumou. Merci à vous d'avoir regardé cette émission sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox et aussi sur Molotov. Désormais, on rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez donc sur lemediatv.fr/soutien. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.